Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission hebdomadaire L'Afrique et le monde. Nous allons encore faire une fois le tour de l'actualité internationale de cette semaine et vous vous en doutez bien, l'une des premières informations que nous allons traiter, l'un des premiers sujets, c'est bien évidemment la disparition hier de la reine Elisabeth II. Nous allons faire le tour de la question, nous allons parler aussi des résultats définitifs de la présidentielle au Kenya avec le verdict de la Cour suprême. Nous allons parler également de la libération de 3 des 49 soldats ivoiriens en détention au Mali. Et ce sera avec Joël Ataï-Gedegbi, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir. Morgane Assoba-Metonji, consultant, analyste géopolitique et expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et comme à l'accoutumée, Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Poser une question, on va dire, une question bateau. Elisabeth II, une géante s'en est allée. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Question bateau. Oui. 70 ans de règne, elle est morte à 96 ans. 15 premiers ministres anglais, elle a été témoin, elle a vu passer 15 premiers ministres anglais, autant de présidents russes, français, 13 présidents américains, un témoin de l'ancien monde et du nouveau monde. La première chose qui me vient en tête, c'est j'espère qu'elle a laissé des livres qui vont être publiés. Parce que vous venez de le dire, c'est plus qu'une bibliothèque, c'est des bibliothèques. Si elle devrait quand même mettre sur écrit son expérience, ce dont elle a été témoin, des choses qui vont certainement apporter un plus non seulement à la génération à laquelle nous appartenons, mais aussi aux générations à venir, mais surtout qui vont révéler des aspects de la chose royale et politique qui aujourd'hui ne font plus forcément la une, puisque on parle bien d'une reine qui appartient donc à un système de gouvernance qui n'est pas vraiment d'actualité aujourd'hui, puisque nous sommes dans des systèmes démocratiques. Alors, qu'est-ce que la gouvernance d'une reine dans un système assez spécial et atypique qu'est celui du Royaume-Uni a de si magnifique ou pourrait nous apporter? Et donc, c'est une nouvelle assez intéressante puisqu'on en parle partout, mais surtout parce qu'elle a été témoin de l'histoire au premier rang, disons des grands événements qui ont secoué le monde dans lequel nous vivons tous. Donc l'aspect mondial de la chose s'explique aussi par le caractère historique de la personne. Et voilà ce qui me vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on parle d'une reine qui s'est éteinte. Voilà. Sur la taille Gedegbi, vous êtes le plus sage. Oh, je ne suis pas pour autant un contemporain de la reine. En tout cas, la reine est morte, vive le roi, dit-on, parce que son fils Charles III lui succède immédiatement. C'est un signe déjà que la mécanique est suffisamment réglée au niveau de cette institution monarchique, je ne vais pas dire millénaire, mais en tout cas centenaire à plus d'un titre. Et donc, il y a quand même des leçons à tirer de cela, même si on aborde la monarchie en tant que principe de succession ou d'évolution du pouvoir par le sang. C'est déjà le signe qu'un pays peut se donner des institutions fortes et qui ont du sens pour les citoyens, qu'ils soient contemporains de ces choix qui ont pu être faits, mais qu'ils reprennent à leur compte. Et c'est ça qui est finalement étonnant et fascinant au niveau de la monarchie britannique, que les uns et les autres adoptent comme constituant une partie d'eux-mêmes. Quand il y a cette espèce de fusion, malgré des tendances à remettre en cause le principe de la monarchie, ça laisse songeur, parce que même au-delà du Royaume-Uni en lui-même, du premier carré de cette monarchie, on voit bien ce que le Commonwealth a également d'assez particulier comme attachement à l'institution monarchique britannique,
avec des États dont on se surprend à les voir en allégeance encore et pour la monarchie britannique jusqu'au Canada, en Australie, un peu partout dans le monde. Donc c'est une influence qui dépasse effectivement la simple réalité du Royaume-Uni. Et même le Togo et le Gabon. Ah oui, voilà, qui ont déjà adhéré, non le Gabon, oui, le Gabon, d'adhésion. Voilà. Donc c'est dire la capacité d'attraction de ce modèle quand il est aussi abouti. On peut le critiquer, on se doit de le critiquer. Et ironie du sort, la nouvelle première ministre, ou la deuxième dame qui est Liz Truss, qui vient d'être investie qui a été désignée par la reine un peu avant sa mort, était de ceux qui voulaient la fin de la monarchie. Je me demande si c'est toujours encore à son programme. On va voir. À juste titre d'ailleurs, parce que la monarchie est considérée aujourd'hui comme étant une institution désuète, parce que la reine Elisabeth II était arrivée à la tête d'un empire considérable, très fort, de 7 royaumes, si je ne m'abuse, et derrière aussi avec tous les États colonisés, dont les États africains et aussi les autres États du Pacifique, aujourd'hui comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et même en Amérique avec le Canada. Et aujourd'hui, on n'a plus la même ampleur au niveau de cet empire. Aujourd'hui, oui, l'empire est restreint, exactement, mais il reste toujours un noyau dur de 15 États qui font toujours allégeance à la monarchie, et étendu maintenant au Commonwealth avec ses 54 États. Donc, aujourd'hui, la monarchie est obligée de se réinventer à travers Charles III, évidemment, qui a d'ailleurs des tendances révolutionnaires, des tendances de réformateurs aussi. Cette monarchie doit être réformée de fond en comble par rapport à la gestion économique, par rapport à la gestion structurelle et surtout aussi par rapport à son implication politique qui fait de plus en plus polémique en Écosse, même au sein de l'Empire britannique en Écosse. La question de la monarchie fait vraiment polémique. Et si on s'étend peut-être au Canada et même en Australie, c'est de plus en plus impopulaire. Mais cela ne noircit pas ni n'obscurcit l'image qu'a laissée Elisabeth II. Elisabeth II a laissé une image très positive d'une monarque un peu entre la monarchie absolue et la monarchie constitutionnelle. Et bien lui en fallait, parce qu'aujourd'hui, cette image de la monarchie semi-constitutionnelle adoptée par la Grande-Bretagne fait école en Europe, à l'instar de l'Espagne, de la Suède et j'en passe. Donc l'héritage, pour ma part, est un héritage qui va devoir être consolidé à travers Charles III, évidemment, et les réformes doivent être aussi appliquées pour faire en sorte que cette monarchie ne tombe pas. Parce qu'on parle de la famille Windsor, qui est une famille centenaire depuis plusieurs générations, donc, qui a réussi quand même à mettre sa patte et sa touche à travers les générations, à travers même les conflits et même les crises successives. Donc, l'enjeu, il est là. Quant aux États africains qui revendiquent une certaine indépendance depuis plusieurs années, on ne le nie pas, mais c'est plus une indépendance qui ressemble à « je vous quitte », mais on garde toujours le cordon ombilical. Donc le cordon ombilical, il est là avec l'influence de la Commonwealth, qui fait en sorte de réunir une communauté beaucoup plus forte économiquement et beaucoup plus libéraliste au niveau de l'économie, bien entendu. Donc, je conclurai en disant aussi que la monarchie britannique a de longs jours certainement devant elle, mais les défis restent énormes. Tant que la modernité et les réformes ne seront pas appliquées, eh bien, il pourrait y avoir des vagues de peur. Oui, voilà, pour ne pas s'éterniser sur cette question, je pense qu'il y a longtemps que la monarchie britannique s'est elle-même restreinte.
Oui, c'est important de le dire et personne n'oserait aller dans un sens contraire. La question qu'on va se poser maintenant, c'est la capacité de cette initiative, cette habitude qu'a la royauté à pouvoir être durable aujourd'hui, puisque vous avez une nouvelle idiosyncrasie. C'est vrai qu'on le dit que le prince s'est rangé il y a quelque temps, mais est-ce qu'il s'est rangé parce qu'il veut se ranger? Oui, il s'est rangé parce qu'il faut se ranger et qu'il doit se ranger en ce moment-là. C'est important parce qu'il y a certainement des critères qui permettent à un prince, même s'il est naturellement celui qui doit prendre la relève, de pouvoir succéder au cas échéant. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle sera la dynamique dans laquelle le prince va s'inscrire? Est-ce qu'il va laisser le lui qu'on lui a connu en tant que personne qui aime bien avoir un rôle d'implication, ne pas être dans le style observateur et respectueux de ce qui est établi, de la pratique qui est établie. C'est cela aujourd'hui les challenges, parce que les challenges sont à plusieurs niveaux. Déjà au niveau institutionnel, avec les parlements, avec les acteurs politiques qui ne sont plus pour la majorité dans la dynamique de la royauté. Il faut dire qu'Élisabeth II, par sa capacité à pouvoir être témoin de l'histoire, a su imposer à l'ensemble, non seulement des Britanniques, mais de la communauté internationale, cette considération de sa position de reine. Mais est-ce que le prince Charles va pouvoir inspirer? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une institution qui oblige, mais il s'agit de l'image et de la capacité à inspirer les Britanniques déjà dans leur ensemble et le monde aussi à accepter l'existence de facto de cette institution qui, dans la pratique, n'est plus de ce monde. Au fait, comme vous avez su bien le dire, le monde est passé à une autre façon de gérer la chose publique. Et aujourd'hui, la reine Elisabeth qui s'en va et le prince Charles qui vient en transition est une situation qui est comme ouvrir la boîte à Pandore. Voilà. Le roi Charles. Charles III. Il n'est plus prince, il est roi. Il est roi. Voilà. Autant pour moi. Non, il faut considérer effectivement qu'il y a eu des réformes, qu'il y a eu une remise en cause, mais est-ce qu'elle est suffisante? Et deuxièmement, on a été quasiment témoin ces dernières années des divisions du début d'éclatement de la famille royale. Mais elle est peut-être suffisamment forte avec cette tradition pour continuer de présenter cette façade. Et il va être déterminant que, notamment autour de Charles III et de sa progéniture, ces deux enfants qui sont très rivaux actuellement, un signal fort d'unité soit envoyé. Bon, pas très rivaux, il y a un qui est l'héritier, l'autre non. Oui, qui est déjà héritier, voilà, en tout cas à suivre les médias. Et il y a qui aime bien mousser, la moindre différence, voilà, le moindre frémissement. Toujours est-il que lui, le père, qui était déjà critiqué, qui avait beaucoup à se reprocher, doit pouvoir en imposer. Et en termes d'unité, cette exemplarité de la famille royale sera déterminante dans son acceptation pour la suite. Sinon, sa crédibilité en prendrait un coup définitif. Et peut-être que nous serions témoins de l'éclatement de cet héritage-là, qui fait l'admiration, qui reste curieux à bien des égards. Voilà. Mais j'ajouterais quand même que la reine Elisabeth II, malgré ses aspects, malgré toute l'image conservatrice que dégage la royauté, la monarchie britannique, et même à travers son fils Charles, même à travers Harry et autres là, n'est pas moins empreinte ou imprégnée de valeurs relativement progressistes, voire libérales, et à l'encontre des modèles, des systèmes politiques ou du dogme de l'Église anglicane, par exemple. Oui, du dogme, mais même des lignes politiques en vigueur. Et donc, il arrive que cette famille royale, à travers
ces différentes personnalités, on ne parle pas suffisamment d'Anne, la sœur de Charles, montrent une certaine indépendance d'esprit, un certain progressisme, et donc l'un dans l'autre, ça fait un cocktail assez original qui pourrait peut-être survivre malgré tout ce que nous disons et spéculons. Et pour finir par rapport à cela, il faut ajouter que la crise est réelle au sein même de la monarchie britannique et aussi à l'externe. Et à l'extérieur, encore plus qu'avec l'héritage colonial, les États africains et bien d'autres comme la Jamaïque aussi, à un moment, ils voulaient quand même que la monarchie puisse reconnaître les crimes commis lors de l'esclavage déjà, ensuite au moment de la colonisation, ce qui n'est jamais arrivé parce que la reine Elisabeth II a pour credo, pour phrase phare, elle dit souvent « never complain ». Never explain. On n'explique rien, on ne demande jamais des excuses. Bon, on ne se plaint pas et on n'explique pas. Exactement. Donc c'est ça sa dynamique, c'est ça son idée et son idéologie. Est-ce que cela pourra se perpétuer? Puisqu'il y a une crise à l'intérieur et aussi à l'extérieur, à l'intérieur même au sein de la famille, c'est réel. Mais il est réel aussi que 60% des Britanniques veulent le maintien de la monarchie. Mais c'était pendant qu'elle était encore là. Elle n'est plus là et on sait que la personnalité de Charles III est controversée d'une façon ou d'une autre. Donc le véritable défi reste à ce niveau. Maintenir la monarchie en lui apportant une touche de modernité, une touche de réforme qui puisse accepter et mettre tout le monde d'accord, notamment ces États qui réclament un pardon ou encore ces États comme le Canada et l'Australie qui veulent plus de liberté à travers la politique et j'en passe. Voilà, on va parler rapidement du Kenya. Les deux sujets sont liés parce que c'est justement au Kenya en février 52 que, comme on le dit l'expression, la reine s'est couchée princesse et s'est réveillée reine. C'est au Kenya qu'elle a appris la mort de son père, le roi George VI, et qu'elle est devenue du jour au lendemain souveraine de Grande-Bretagne. Parlons du Kenya, lundi passé, la Cour suprême a confirmé le vainqueur William Ruto dans ses fonctions. Alors, juste un rapide commentaire. Dans son élection. Oui, puisqu'il était vice-président, maintenant il est élu président et confirmé par la Cour suprême, qui démontre du coup son indépendance qui commençait à se laisser voir depuis quelques années. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que la présidente de cette cour n'était pas moins l'avocate de Raila Odinga, qui vient de perdre devant l'ensemble des 7 juges de la cour. C'est encore une autre particularité du système anglophone, où on connaît l'opinion des juges, leur position. Et donc là, il y a eu unanimité et sur les questions qui ont été soumises. Et la leçon qu'on devrait tirer de cet épisode et qui a fait retenir à chacun de nous son souffle, a fait craindre en tout cas que le Kenya ne bascule à nouveau dans la violence, c'est qu'il y a comme une conversion progressive, je ne vais pas dire définitive, mais elle se fait sous nos yeux, des hommes politiques à la règle de droit pour régler les conflits politiques. Cette élection s'est jouée à moins de 2%. Et donc il y avait des raisons peut-être suffisantes de continuer à contester. Et comme a dit le perdant Raila Odinga, je continue à quasiment à douter de ce verdict-là. Même le président Kenyatta a demandé aux Kenyans de continuer à surveiller leurs institutions, notamment la juridiction suprême, et ne pas donner un blanc-seing. Mais chacun appelle à se soumettre à la règle de droit qu'on s'est donnée, et si imparfaite soit-elle. Et enfin, il faudrait probablement tirer de ça une leçon relativement valable pour des pays francophones, même pour le Bénin. En termes de contentieux électoral, vous ne pouvez pas faire valoir devant le juge du contentieux électoral autre chose que ce qui est prévu par la loi électorale. Il existe des moyens, il existe des ressources dans la loi électorale pour qu'on puisse se faire rendre justice. Mais encore faudrait-il s'être organisé pour constituer les preuves en amont.
Et une des faiblesses de la position de M. Raila Odinga et des siens, c'est de n'avoir pas pu démontrer l'effectivité de leur récrimination. On a continué à accuser cette boîte noire de l'informatique en l'accusant de tous les péchés d'Israël sans apporter la preuve que ça ait pu être traficoté. Ouais. Deuxièmement, ce qui était le plus simple à leur porter, c'était les procès-verbaux à la source au niveau de chaque bureau de vote. Moi, je ne sais pas ce qu'il en coûte aux opposants, aux politiciens, de bien se faire représenter dans les postes ou bureaux de vote et pour avoir les preuves que leur permet de constituer la loi. Et on se prive de ça et on vient faire du tapage, on vient prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Selon la formule consacrée. Oui, voilà, et c'est pas sérieux. Et enfin, on voit bien une coordination d'observateurs jouer son rôle dans le décompte parallèle des voix qu'on aborde souvent dans nos pays. C'est pas un sacrilège, c'est pas un péché que de constituer parallèlement des preuves. Et là, on a aussi vu en soutien ou en cas en contrepoids au jugement rendu, l'opinion des observateurs qui avaient des données fiables qui ont été comparées et qui ont fait office de juge de paix pour tout le monde. Sur cette même question. La maîtrise des règles du jeu et la mise en œuvre de cette maîtrise, c'est ce que le Kenya vient de nous démontrer et mon confrère l'a bien souligné. Aujourd'hui, le Kenya, c'est pas la première fois qui nous montre que quand même on est en train d'avoir une institution forte, pour ne pas dire des institutions fortes au Kenya, parce qu'il faut être dans une certaine dynamique pour pouvoir non seulement aller vers les juridictions compétentes et ensuite mettre tout en œuvre pour accepter les décisions de ces juridictions. Nous avons juste souhaité que cela continue dans cette dynamique et que les acteurs politiques, pas seulement au Kenya, mais partout autre ailleurs, apprennent à mieux maîtriser les règles du jeu et à s'impliquer suffisamment pour pouvoir avoir des éléments pertinents à présenter et continuer le jeu politique dans la bonne ambiance. Voilà. Moi, je peux l'analyser sous deux aspects. Le premier aspect, c'est que les États qui ont un certain héritage, c'est lié d'ailleurs au premier sujet, un certain héritage anglophone, britannique si vous voulez, arrivent à consolider les acquis démocratiques. Bon, on peut, c'est discutable évidemment quand on parle de démocratie. C'est discutable. Exactement, surtout à l'image de la précédente élection, on a vu comment ça s'est passé. Mais généralement, globalement, on peut retenir que les États anglophones s'en sortent mieux par rapport aux États francophones. Et est-ce dû à l'héritage... Comme vous le dites, c'est assez discutable parce que quand vous prenez au-delà même des dernières élections, des élections d'il y a quelques années au Kenya, depuis Jomo Kenyatta, les élections, la politique a toujours été très violente au Kenya. Il n'y a pas eu d'élections, il y a très rarement eu des élections sans mort d'homme. Vous prenez le Nigeria à côté, même le Ghana, dès l'élection présidentielle, il y a eu des morts. Avant, il y avait eu des morts, donc... Je suis assez d'accord avec vous. Il va falloir prendre ça avec des pincettes, c'est qu'une analyse, mais sur le plan global, les États anglophones s'en sortent beaucoup mieux en termes de démocratie, en termes d'élection et aussi en termes d'aptitude à accepter le résultat des urnes. Et ça rejoint aussi le deuxième point que je vais souligner à travers mon analyse, c'est que l'époque des présidents en Afrique élus avec des pourcentages de 30%, 40% de différence avec leurs rivaux est terminé. C'est terminé et c'est pas seulement en Afrique, c'est un peu aussi l'aspect de la démocratie qui est en train de s'étioler, de s'étouffer. Vous allez le voir, même dans les grandes démocraties, c'est arrivé. Trump avec Joe Biden, les cas étaient très minces, très réduits. En France aussi, lors des présidentielles, les cas étaient aussi réduits. Et en Afrique, dans le contexte kényan, on voit un écart d'environ 2%. C'est assez maigre, assez mince. Donc, il fallait que les institutions, comme l'a rappelé mon confrère, que les institutions soient véritablement fortes pour que les populations et les électeurs en bas puissent l'accepter. Donc, c'est un jeu et l'époque là est révolue. Il va falloir faire en sorte que nos institutions puissent s'apprêter. Le Bénin doit d'ailleurs en prendre de la graine par rapport à l'avenir pour que nos institutions puissent s'apprêter face à ce genre de situation qui peut arriver. C'est de plus en plus fréquent, ça arrive fréquemment. Donc, mieux on s'apprête,
plus c'est bénéfique pour nous. En parlant du Bénin, peut-être que les hommes politiques devraient apprendre à ne pas remettre en cause la Cour constitutionnelle, parce que Joël Attaï-Gadebe vient de l'évoquer, au Kenya, on a bien des avocats, et dans le système anglo-saxon en général, exactement, on n'interdit pas que ceux qui occupent ces fonctions, comme à l'américaine, aient des opinions, des connotations, des colorations politiques. C'est toute une éducation, qui est chez nous, on veut des hommes d'église, de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez bien la pertinence de ce que je soulignais sur le premier point, c'est que c'est l'héritage anglo-saxon qui a plus ou moins favorisé cette maturité politique, institutionnelle de ces États. Donc le Bénin pourrait en prendre de la graine, je suis sûr et d'accord avec vous, mais est-ce qu'on a le taux d'éducation nécessaire, le taux d'éducation politique, je veux dire, est-ce que c'est une affaire d'éducation, simplement une affaire de respect? D'abord de culture, de conviction, et déjà de l'élite, et puis de dynamique à entretenir. Il faut, puisqu'on fait rapidement un retour au Bénin, on parle un peu du Bénin, il faut quand même se féliciter du passage de Maître Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, en ce qu'il a donné au principe du contradictoire et plus de sens, plus d'effectivité. Et non pas que ça n'existait pas au niveau de la Cour constitutionnelle avant. On commet ce tabou-là de croire qu'il n'y avait pas du contradictoire devant la Cour constitutionnelle, mais ce n'était pas rendu public. Aujourd'hui, on connaît les positions des uns et des autres, et c'est en soi une forme de progrès. Peut-être que nous avons hérité du système français, des survivances, en tout cas des manières de faire qui ne sont pas très adaptées à la demande démocratique. Et donc il faut consolider les choses, il faut aller dans ce sens-là, espérer que la Cour constitutionnelle du Bénin ne soit pas à l'image du Conseil constitutionnel ivoirien qui a été fauteur de troubles. Et donc le pouvoir absolu qu'on semble avoir pour arbitrer les conflits politiques par la règle de droit ne doit pas amener à des dérives, encore moins à de la désolation, à de la ruine, comme on a vu avec le Conseil constitutionnel ivoirien. Donc chacun devrait savoir raison garder, et que les juges également sachent qu'ils ont des comptes à rendre aux besoins. Ils ne sont pas au-dessus de la loi, quel qu'il soit. Et donc c'est toute la subtilité du jeu démocratique que chacun se doit d'intérioriser pour que les choses fonctionnent, pour qu'il y ait un peu d'apaisement dans la vie publique. Voilà. Nous allons, à moins que vous ayez quelque chose à dire là-dessus, nous allons passer au dernier sujet, libération de 3 des 49 soldats ivoiriens en détention au Mali. Pour vous, les autorités maliennes ont parlé de gestes humanitaires parce qu'il s'agissait en l'espèce de 3 femmes, de 3 soldats des forces spéciales. Comment c'est un bon gage positif pour la suite? Geste humanitaire déjà pour montrer que ce n'est pas qu'on est en train de vouloir dire qu'il y a de l'innocence établie dans l'air par rapport aux accusations ou aux présomptions qu'on a à l'endroit de ces 49, mais pour aussi montrer sa bonne volonté, que ce n'est pas personnel. C'est juste une question d'État, une question de sécurité. Et le Mali traverse des questions de sécurité depuis longtemps. Il ne devrait prendre aucune question relative à la sécurité à la légère. Et donc, je pense que c'est un bon départ, c'est une bonne initiative, mais il faudra que les différents acteurs à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan bilatéral ou sur le plan multilatéral, parce qu'ils sont tous impliqués, je parle des Nations Unies, je parle de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO aussi, que ces acteurs-là s'activent pour qu'on puisse clarifier la situation autour de ces personnes, de ces individus, si je peux me permettre de le dire, parce que jusque-là, on n'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà, on a constaté également, Hamzat Abdoulaye, dans le temps des autorités ivoiriennes aussi, on va dire, quelque peu un changement. Je pense qu'on n'est plus vraiment dans l'invective ou la confrontation. Donc ça veut dire que, est-ce pour vous un bon signe pour les négociations en cours? Je trouve que les autorités maliennes arrivent quand même à gérer la crise beaucoup mieux que beaucoup le pensaient, surtout les analystes et spécialistes de la chose. Et le Mali, avec la libération de ces 3 femmes militaires, donc, et pas du tout mercenaires, à ce qui paraît, fait plus le choix je ne dis pas de l'humanisme ou de... Non. Bon, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. C'est peut-être une erreur de communication, une faute, mais c'est plus un jeu émotionnel. Le Mali
a joué sur la Dites que corde. l'État a fait une faute de Non, communication. bien sûr, parce que je suis communicant et je sais que libérer 3 femmes, on parle des questions du genre depuis plusieurs années aujourd'hui, c'est pour toucher les gens, c'est pour toucher l'opinion publique. Et c'est réel. Sinon, si on veut jouer à l'humanisme ou à l'humanité, je crois que le choix aurait été autre. On peut parler de personnes si souffrantes dans le lot de ces militaires. Donc, libérer que 3 femmes, c'est jouer sur la corde émotionnelle. Et ils ont misé sur ça. Et je crois que c'est bien pour eux, c'est bien pour l'image qu'ils veulent donner. Mais aussi, il faut aussi comprendre de l'autre côté que le Mali est un peu face à une porte sans issue. Et ils préfèrent les autorités jouer à l'apaisement, et je crois que c'est la première marche, et la deuxième qui suivra certainement va être la libération des autres, mais comme mon confrère l'a rappelé, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et ça, cette réponse devrait venir des autorités ivoiriennes, ce qui ne vient toujours pas. Non, les autorités ivoiriennes, depuis le début, ont dit ce qui s'est passé. Eux, ils ont envoyé des soldats, ils ont expliqué leur rotation, ils ont expliqué. Eux, de leur côté, c'est clair depuis le début. Oui, mais vous allez être d'accord avec moi que ces explications ne sont pas convaincantes. Que ce soit non, pour pas les pour Maliens. vous, mais l'état-major a dit ce qu'il en est. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est pas clair. Il y a un flou complet autour de la question, de la présence de ces militaires, de leur rôle à jouer et des munitions qui étaient destinées à leur utilisation. Mais c'est réel. On ne va pas le nier. L'État ivoirien a joué entre le flou, le clair. Non, pas parce que. Pourquoi j'insiste? Parce que vous savez, il y a quelques semaines, les rotations de l'ONU ont été réautorisées. Il y a environ 400 soldats ivoiriens qui sont avec la même procédure, c'est-à-dire les soldats dans un avion, les munitions dans l'autre. Qu'est-ce qui a changé en temps? Et tous les pays de la sous-région font pareil. Justement, exactement ce que ces 49 ont fait. Le problème demeure. Si cela se fait, cela s'est fait après, et que cela n'a pas créé de polémique ou de problème, c'est qu'au moment où ces 49 ont débarqué à l'aéroport, c'est qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'ONU, des problèmes au niveau, on a tissu le plateau au niveau des autorités ivoiriennes et aussi au niveau des autorités. La responsabilité est partagée, mais le problème demeure. On ne sait toujours pas, on ne peut toujours pas le dire de façon claire, puisqu'ils ont été condamnés. Mais vous voyez un peu là où c'est allé. Non, pas encore. Là, ils ont été mis en, comment on dit, sous mandat de dépôt. Ils ont été mis sous mandat de dépôt, donc il y a une qualification. Bon, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas été passés au jugement. Il y a quelque chose qui ne se dit pas dans ce jeu, mais ce qui est certain, c'est que les Maliens veulent aller vers le sens de l'apaisement, de la paix, pour mettre finalement tout le monde. Comment vous voyez cette histoire? C'est vrai que, pour ne pas vous interrompre, par rapport à ce que dit Hamzat, au cours de cette, en tout cas, de la conférence de presse suivant la libération des 3 soldats, il faut dire que le gouvernement ivoirien a semblé reconnaître quelques défaillances dans la gestion de cette, en tout cas, de l'envoi des 49 soldats, mais même pas plus. Non, déjà, cela indique en tout cas qu'il n'y a que la solution diplomatique pour s'en sortir. Les torts sont partagés. On voit bien qu'il y a une forme d'impasse de laquelle il faut sortir. Comment sans perdre la face, sans que personne perde complètement la face. Et ça, c'est le rôle des négociateurs, des médiateurs du Togo, mais également du Sénégal. Il faut souligner quand même que le président Macky Sall a été jusqu'à se farcir d'une visite au Mali auprès de Assimi Goïta, dans la même dynamique. Il faut espérer que ce ne soit pas en rivalité ou en concurrence avec le Togo, parce qu'il n'y a rien de plus catastrophique que d'avoir encore de la concurrence entre les médiateurs. Alors, s'il y a convergence, il faut s'en féliciter et espérer qu'il y en ait davantage pour que cela se dénoue. L'ONU a commencé par admettre ces torts, des procédures assez bancales ou non stabilisées. Mais on s'étonne quand même que l'Allemagne, au service desquels ces 49 venaient un peu comme prestataires de service, au moins pour la protection mutuelle de l'aéroport ou bien de leurs troupes, n'en disent plus davantage. C'est vrai, l'Allemagne aussi est tirée par la France de l'autre côté, à travers Takuba et Barkhane, et donc peut tenter Takuba n'existe plus de fait. N'existe plus de fait. Donc l'Allemagne est tentée de faire corps avec la France au niveau de sa position.
Mais elle aurait pu aider à dénouer les choses en expliquant de A à Z comment les choses sont passées jusque-là. Et ça, c'est un peu dommage. Mais observons malgré tout que la tension a baissé, quelles que soient les surenchères qui pourraient exister. Et on vient d'assister à une espèce de remontée de la part de la partie malienne qui aurait remis dans la balance la question de l'extradition du fils du président Ibeka, chose qu'il est probable que le président Ouattara n'accepterait jamais. Et donc là, la querelle des égos peut perdurer cette crise-là. Donc, gageons que les médiateurs trouvent les voies et moyens pour chacun de sauver la face, de différer le règlement des conflits, des questions qui opposent les deux pays. Il y en a plusieurs et peut-être que toutes ne pourront pas se régler en même temps, ce qui semble être la tentation de la partie malienne qui veut pousser l'avantage qu'elle a à travers cette affaire-là de faire plier le voisin ivoirien qui est bien trop arrogant à son endroit. Oui. Voilà, juste un dernier mot sur cette question pour qu'on sorte de ce débat. Oui, je dirais simplement que le Mali est en train de profiter d'un vice de procédure de la part probablement de la Côte d'Ivoire pour mener ces négociations. Il faut dire que les négociations ne tournent plus forcément autour de la libération des 49, mais beaucoup plus il y a d'autres enjeux et c'est ce qui va se faire derrière les scènes et on verra bien comment cette situation va se dénouer. Hamzat Abdoulaye. Moi, je trouve aussi qu'à un moment, le Mali a réalisé qu'il faut peut-être mieux se rabattre sur les États africains que de chercher tout le temps à alimenter des conflits. Et le Mali a besoin du soutien, évidemment, de ces États africains. Et la Côte d'Ivoire fait partie d'un des premiers partenaires, sinon le partenaire économique primordial du Mali en termes d'échanges économiques. Donc, il est temps pour tout le monde, surtout dans cette sphère où il y a des coups d'État du jour au lendemain et des ruptures de relations diplomatiques le jour d'après, eh bien, il est temps que tout le monde puisse se dire l'intérêt doit être commun. L'Afrique doit rester unie autour de la même table, autour des mêmes discussions et ils doivent tous se tirer vers le haut. Sinon, je ne vois pas comment le Mali va s'en tirer toute seule dans cette crise diplomatique qui perdure depuis maintenant plusieurs années. Permettez une dernière observation. Le Mali n'est plus si isolé qu'il l'est. Enfin, je rebondis un peu sur la nécessité pour la réalité sous-régionale de mieux s'affirmer. Quand on voit le Mali spontanément bénéficier du soutien de la Guinée pour l'accès à ses ports pendant les sanctions, recevoir le président Macky Sall, quand même pays qui a voté les sanctions, qui aborde les coups d'État. Bon. Et enfin, recevoir même l'autre putschiste, le troisième de la bande, Damiba du Burkina. Venu plutôt les exhorter à reprendre le chemin de la coopération. De la coopération, mais en parlant de coopération alternative, donc on souffle le chaud et le froid. Qu'est-ce qui se joue à tous ces niveaux? Donc, quelque part, le Mali a réussi à sa manière à desserrer l'étau. Mais point trop n'en faudrait, la question de... Desserrer l'étau, je pense qu'il faut être quelque peu relatif parce que vous parliez du support de la Guinée, mais il a fallu que les sanctions soient levées pour que tout le flux soit retransmis, soit reversé vers Dakar et Abidjan. Donc, c'est dire que le support de la Guinée, de la Mauritanie qu'on a... Et l'enjeu est très économique. On apprend dans les demandes maliennes qu'elle veut vraiment obtenir de nouveaux droits de tirage au niveau de la BCEAO. Mais là, il faut que la Côte d'Ivoire lève effectivement il faut dire qu'actuellement même le Mali est en train de négocier pour que le reste des sanctions puisse être levé. Donc je pense qu'on exploite cette opportunité pour lever un ensemble de rideaux. Voilà, merci à vous. En attendant pour cette question de la libération des 49 soldats, vous avez rappelé le rôle du Togo, on va espérer que d'ici là, avec du côté ivoirien, le directeur de cabinet Fidel Sarasoro, qui est disons, le négociateur
en chef du côté de la Côte d'Ivoire, qu'on puisse trouver solution à cette, on va dire, à cet incident qui a peut-être un peu trop duré. Merci beaucoup, Morgana Soba-Metandi, consultant, analyste géopolitique et expert en relations internationales. Shola Taïgedegbe, expert en gouvernance. Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste géopolitique. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain sur ce même plateau.